merci d'être avec nous en direct sur i24 News. C'est le morning, votre rendez-vous d'actualité. C'est tous les matins en direct depuis Tel Aviv. On démarre cette édition par la revue de presse du Moyen-Orient. Bonjour, on commence par les journaux israéliens qui reviennent largement sur ce discours du président du Parlement européen à la Knesset hier. Un discours chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne peut pas dire que les députés israéliens se soient ennuyés hier dans l'enceinte de la Knesset. Les propos de Martin Schulz, prononcés comme vous le souhaitez, ont mis le feu aux poudres. Il a dénoncé le blocus israélien sur la bande de Gaza, mais aussi et surtout, il s'est demandé pourquoi les Israéliens recevaient 4 fois plus d'eau per capita que les Palestiniens. Alors il n'en fallait pas tant pour s'attirer les foudres des députés du foyer juif, ce parti de la droite israélienne, et de son chef de file, Naftali Bennett, qui a même quitté l'hémicycle pendant le discours du président du Parlement européen. Pour la droite israélienne, les discours moralisateurs de l'Union européenne sont encore moins digestes lorsqu'ils sont prononcés en allemand. Alors les journaux israéliens versent ce matin dans le champ lexical aquatique. Vous allez le voir, était-ce une tempête dans un verre d'eau, s'interroge le Hédiot, ou encore une bataille d'eau? Quoi qu'il en soit, Martin Schulz l'a appris hier à ses dépens. Au Moyen-Orient, l'eau peut faire la paix comme elle peut provoquer la guerre. Un président du Parlement européen qui s'est rendu à la Knesset avec des bonnes intentions, certes, mais avec une ignorance nuisible, écrit Yoaz Handel dans le même journal, alors que dans les colonnes du Israël Hayom, le quotidien proche du pouvoir, Dror Eidar fustige les accusations mensongères du président du Parlement européen. L'occasion d'ailleurs pour le Maariv de nous rappeler ce matin les vrais chiffres de la répartition de l'eau entre Israël et la Cisjordanie. Vous allez le voir, le journal qui nous gratifie de ce petit croquis, 29 mètres cubes par personne et par an pour les Palestiniens, contre 170 pour les Israéliens. Rien de discriminatoire donc, nous dit le journal, mais en revanche une nette progression par rapport à l'année 1967 où le rapport, lui, était nettement en défaveur des Palestiniens. Bref, pour l'éditorialiste du Maariv, Ben Dror Yemeni, Martin Schulz est un ami véritable d'Israël qui s'oppose au boycott, mais voilà, lui aussi est tombé dans le panneau, le panneau des ONG de gauche largement financés par l'Union européenne et qui lui font un compte-rendu biaisé de la réalité dans les territoires, tant dans le domaine de l'eau que dans le domaine du blocus de la bande de Gaza. Alors chez nos confrères du journal de gauche à Haaretz, on entend ce matin un tout autre son de cloche, vous allez voir, pour l'éditorialiste du journal Yossi Werther, les députés du foyer juif ont offert dans l'hémicycle un spectacle provincial et victimaire qui a battu tous les records du ridicule et du déshonneur dans un acte quasi comique, écrit le journaliste, le ministre de l'économie, dont le rôle est, rappelons-le, dit le journaliste, de parcourir les capitales européennes pour séduire des investisseurs. Eh bien, Naftali Bennett a quitté l'hémicycle, un acte puéril, nous dit Yossi Werther, qui est plus digne d'un chef d'un mouvement scout que d'un ministre de haut rang. Voilà pour cette tempête aquatique. Et puis les journaux de la région évoquent également ce matin l'influence grandissante de la Russie au Moyen-Orient. Oui, commençons si vous le voulez bien Barbara avec cette caricature du journal Pan-Arabe Al-Hayat, le journal qui refuse de se laisser divertir par le spectacle des JO de Sochi et qui rappelle à ses lecteurs que les barils de TNT largués par Assad sur sa population sont également de fabrication russe. Et puis direction l'Égypte avec cette une du Al-Ahram, le plus vieux quotidien du Caire, le maréchal Al-Sisi et le ministre des Affaires étrangères égyptien Nabil Fahmi à Moscou pour renforcer, nous dit le journal, la coopération stratégique entre les deux pays. Presque tous les quotidiens égyptiens d'ailleurs ce matin publient la même image, celle du maréchal qui s'envole pour Moscou. Al-Sisi et Fahmi auront des discussions, nous disent les journaux égyptiens, à 4 yeux avec leurs homologues Sergei Lavrov et Sergei Shoigu, respectivement ministre russe des Affaires étrangères et de la Défense. Tout cela, c'est un communiqué de l'armée égyptienne qui est relayé donc par le Al-Masri Al-Yom, l'Égyptien, aujourd'hui en français dans le texte. Une réponse, nous dit le journal, à la visite historique des ministres de la Défense et des Affaires étrangères russes au Caire. C'était le 14 novembre dernier. Et voilà donc, pour cette question. En tout cas, on en reparle dans un instant avec notre invité, le journaliste Ali Waked. Mais on ferme pour l'heure cette revue de presse avec un clin d'œil de la nature à la Saint-Valentin qu'on fêtera demain. Oui, on la fête demain, puis quelquefois, c'est la nature qui nous fait des petits cadeaux. Voilà, c'est le cas ce matin.
matin avant d'entamer leur grand voyage qui les mènera dans les prochains jours vers l'Afrique. Vous allez le voir, ces oiseaux migrateurs ont fait halte en Israël et cette danse des tourneaux, c'est le nom de ces petits oiseaux, dans le désert du Negev n'a pas échappé à la lentille du photographe du Maariv. Vous les voyez sur ces images, des nuées d'oiseaux en 2 versions pour la Saint-Valentin. C'est à vous de choisir, version romantique et soft en forme de cœur et une version, disons, plus phallique, plus osée. Une belle image pour la Saint-Valentin. Je vous souhaite une très bonne fête. Voilà, c'est charmant. Merci beaucoup Cyril Amar. Jeudi 13 février, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de cette matinée. Martin Schulz, on vient de l'évoquer, le président du Parlement européen a provoqué un tollé hier à la Knesset en déclarant que les Palestiniens avaient un accès à l'eau 4 fois moins important que les Israéliens. Plusieurs députés de droite ont quitté l'hémicycle. Le Premier ministre israélien est monté furieux à la tribune en déclarant, je cite, « Les Européens doivent s'assurer des faits avant de nous critiquer ». Il s'agit d'une écoute sélective qui malheureusement est devenue la marque de fabrique de beaucoup de groupes européens, dit Netanyahou. Et puis le maréchal Al-Sisi, chef de l'armée, nouvel homme fort de l'Égypte, est en visite officielle à Moscou, accompagné du ministre des Affaires étrangères égyptien. Il devrait finaliser la plus importante transaction militaire d'armes russes livrée aux Égyptiens. En Syrie, alors que les négociations à Genève semblent laborieuses, les opérations d'aide humanitaire et d'évacuation de civils ont pu reprendre dans la ville de Homs, une ville syrienne, vous le savez, assiégée depuis plus d'1 an et demi. Des centaines de personnes restent tout de même bloquées, manquant cruellement de nourriture. En économie, on retient ce matin une info, l'immobilier israélien est 25% au-dessus du prix réel. C'est l'avertissement du FMI pour le Fonds monétaire international. Le prix de l'immobilier en Israël est anormalement élevé et les valeurs pourraient s'écrouler à tout moment. Enfin, l'image de ce jeudi, c'est cette nouvelle tempête polaire aux États-Unis, dans le sud-est. 13 personnes ont déjà perdu la vie, 500 000 foyers sont privés d'électricité et l'état d'urgence a été déclaré dans 45 comtés. Voilà, et on parle à présent de cette visite du maréchal Al-Sisi à Moscou, une visite officielle. Il est accompagné de son ministre des Affaires étrangères. Et c'est une preuve de plus peut-être de la mainmise de la Russie au Moyen-Orient. On en parle avec vous, Ali Waked. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient. D'abord un mot de cette visite, très concrètement, elle va servir à quoi ? Bon, je voudrais commencer tout d'abord par la photo que Cyril nous a montrée, le maréchal habillé en civil. Et donc, on commence à préparer l'opinion publique, peut-être et probablement au nouveau président égyptien. Et 2, il était accompagné par le ministre des Affaires étrangères alors que tout le monde il concentre sur ces transactions et l'achat de 2 milliards de dollars d'armes russes. Mais il est accompagné par le ministre des Affaires étrangères, ce qui dit que, et revenons à l'ancienne visite des homologues russes en Égypte, il y a un format de 2+2 qui prouve qu'il ne s'agit pas d'une coopération militaire exclusive, mais d'une coopération qui a de nature militaire, mais aussi politique et économique, bien sûr. Et là, il faut faire attention à une chose très importante aussi. Sisi a décidé que le premier pays qu'il va visiter, c'est la Russie. C'est un signe fort, c'est un symbole incontournable. C'est un signe très fort. Le fait que les États-Unis s'avèrent comme un État qui n'a pas actuellement une politique claire et compétente au Moyen-Orient ouvre les portes et les fenêtres, j'ose dire, à la Russie. Et ce nouveau rôle de la Russie peut se transformer très rapidement en une plateforme qui va faciliter la tâche aux pays arabes de développer une politique indépendante vis-à-vis des États-Unis. C'est une gifle aux États-Unis, ce choix d'Al-Sisi de faire son premier grand voyage officiel à Moscou? Je ne sais pas si c'est un gifle. Les porte-paroles de Sisi ont clarifié que cette visite ne vise pas les États-Unis. Elle n'est pas une alliance contre les États-Unis. Ils ont employé la phrase que j'ai beaucoup aimée, diversifier nos partenariats. Donc, ils ont diversification et partenariat et pas alliance, alors qu'il est clair et net. Il s'agit d'une nouvelle alliance qui est en train de se développer entre la Russie et l'Égypte. N'oublions pas, Barbara, que ce contrat il est financé par des pays du Golfe traditionnels alliés
allié traditionnel des États-Unis. Et donc, si on se souvient 2 milliards de dollars qui vont aller dans les poches des Russes, ces pays du Golfe, financé par l'Arabie Saoudite et financé par les Émirats, les deux alliés les plus traditionnels des États-Unis dans le Golfe. C'est un vrai changement du rapport de force de cette zone d'influence au Moyen-Orient. Est-ce que la Russie est en train de reprendre la main? Non, pour le moment, et les Russes et les Arabes ne parlent pas d'une nouvelle alliance, surtout ils ne parlent pas de remplacer les États-Unis. Mais sans doute, c'est un début qui peut anticiper l'avenir. Les Russes sont peu à peu en train de remplacer les États-Unis. Il ne faut pas oublier, Barbara, que cette visite est là aussi pour fond la déception profonde des Égyptiens du régime actuel, du fait que les États-Unis ont appuyé les frères musulmans, les États-Unis ont dénoncé ce qu'ils ont appelé la destitution illégale de l'ancien président frère musulman Morsi. Et donc, quand on a ce fond, et de l'autre côté, le fait que les États-Unis ont gelé une partie de l'aide, surtout l'aide militaire à l'Égypte, et la Russie qui ouvre les bras à l'Égypte, on voit donc pourquoi El-Sisi et les pays arabes, ils sont en train de sentir peut-être un changement qui se passe au Moyen-Orient. Mais il y a peut-être un autre argument, c'est peut-être celui des vases communicants. Le retrait d'Obama, sa politique de retrait au Moyen-Orient permet à Poutine de s'installer là où il y a un vide. Là, tout à fait. Les Saoudiens qui sont les parrains de l'opposition syrienne, ils ont accepté qu'une délégation de l'opposition syrienne aille en Russie pour préparer Genève 2. 3, ce sont les Saoudiens qui financent cet achat d'armes russes par les Égyptiens. Il y a un changement. Pour le moment, il n'est pas d'ordre stratégique, mais il peut se transformer très rapidement en stratégique. Le fait que Bandar Ben Sultan, l'ambassadeur mythologue de l'Arabie Saoudite aux États-Unis, il est le parrain de ce changement au sein de l'Arabie Saoudite et du Golfe, nous montre qu'il y a un changement qu'il faut faire très attention. Parlons, Ali Waked, de la Syrie. C'est un exemple flagrant peut-être de cette mainmise russe. Même si on n'est pas très fan de Poutine, il faut avouer que face aux Américains sur le dossier syrien, il a plutôt bien joué la partie. Tout à fait. Et d'ailleurs, si on revient une petite seconde sur cette visite, et Sisi et Poutine, ils partagent la même vision de la Syrie, une Syrie indépendante et surtout une Syrie qui ne soit pas sous la menace des frères musulmans. Une Syrie qui reste aux mains de Bachar al-Assad. Qui reste aux mains de Bachar al-Assad et qui ne tombe pas surtout aux mains des frères musulmans, les adversaires de la Russie et les adversaires de Sisi et de la Syrie notamment. Est-ce qu'on peut dire que de manière générale sur la Syrie, mais le Moyen-Orient dans son ensemble, la diplomatie russe a été meilleure que la diplomatie américaine cette dernière année, des Russes qui ont mieux interprété les bouleversements au Moyen-Orient? Je ne peux pas dire qu'elle a été meilleure, mais elle a parfaitement coïncidé avec ce retrait des États-Unis, le fait qu'Obama a décidé de mettre le point et de se concentrer plus sur les affaires internes que sur les affaires extérieures, notamment au Proche-Orient. La Russie a identifié une opportunité qui peut se faire, elle ne va pas être encore une fois sur la table. Il la joue très bien pour le moment. En revanche, il y a bien un terrain où les Russes sont écartés au Moyen-Orient, c'est le processus de paix israélo-palestinien. Là, les Américains vont leur dire « Stop, vous n'avancez pas sur ce terrain ». Au Proche-Orient, le deuxième côté dans ce dossier, c'est les Israéliens. Les Israéliens ne vont pas jouer le jeu russe, mais de l'autre côté, les Russes savent que l'enjeu, il est beaucoup plus réduit. Il n'y a pas de pétrole, il y a moins d'intérêt stratégique dans l'autorité palestinienne et en Israël, mais on voit les Russes en Libye, on voit les Russes en Syrie, on voit les Russes au Golfe, on voit les Russes en Syrie. En Iran, tout à fait. Et là, il faut faire les choses très claires.
si les Russes pensent que le dossier israélo-palestinien a de la chance de voir un vrai progrès, ils seront là toujours. Pour le moment, les Russes, ils vont mettre le pied dans les places où ils sentent que la terre permet, il y a une terre fertile pour cette intervention diplomatique et politique russe. En ce qui concerne le conflit de paix, ils laissent pour le moment, comme ils le disent, les Américains jouer, mais le moment où ils vont sentir qu'ils ont cette occasion de jouer un rôle important, surtout au sein du côté palestinien, ils vont pas hésiter à rentrer dans la danse. Pour finir, est-ce qu'on peut dire que Poutine a regagné un terrain beaucoup plus important que celui du Moyen-Orient, celui d'être finalement l'égal des États-Unis, un partenaire international incontournable, celui avec qui on est obligé de discuter, obligé de négocier sur n'importe quelle question? Là, tout à fait. Et je pense qu'on ne peut pas encore imaginer et anticiper les conséquences de ce retour de Poutine et de la Russie au Moyen-Orient. C'est vrai que pour le moment, ce retour s'avère d'ordre tactique. Je pense que dans les mois à venir, on va voir le côté stratégique de ce retour russe. Merci beaucoup, Ayoaka, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans le Morning, on parle de politique française et de Nicolas Sarkozy qui pourrait bien préparer son grand retour en politique pour 2017. On y revient juste après un nouveau journal. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Un plateau chahuté ce matin. Bonjour Boaz, bonjour Michel. Bonjour. Alors on parle d'abord de la visite du ministre des Affaires étrangères israélien. Il est à Paris en ce moment, ce n'était plus arrivé depuis 5 ans. Oui, chahuté, mais beaucoup moins qu'à la Knesset israélienne. Vous avez vu, ni votre invité, ni moi-même, on n'est pas un Naftali Bennett aujourd'hui. Pour l'instant. Mais il faut dire que quand même Martin Schulz l'a bien cherché, mais on parlera de ça, je pense, ensuite. Alors il y a la visite bien sûr de Lieberman à Paris hier et aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères d'Israël. Alors moi, cette visite, je me fais sourire un petit peu parce qu'il y a quelques années, on parlait de Lieberman comme quelqu'un, comme une persona non grata à Paris. Et je me souvenais bien sûr, en 1999, lorsque Ariel Sharon, ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement Netanyahou, est arrivé à Paris et lorsqu'il sort du Quai d'Orsay avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Hubert Védrine, son hôte français ne l'attendait même pas pour faire une déclaration commune, ce qui était très très rare. Et dans le dîner pour le ministre des Affaires étrangères israélien, il y avait seulement le maire de Paris, c'est tout, les autres invités étaient absents. Et puis Lieberman, on pensait un petit peu la même chose, et aujourd'hui il vient presque comme un héros. Il faut savoir que les relations entre Israël et la France aujourd'hui sont bonnes. Il faut savoir qu'il y a des dossiers comme le dossier iranien, le dossier syrien, dans lequel nous sommes d'accord. En plus, les déclarations du ministre de l'Intérieur français, Manuel Valls, en ce qui concerne, on ne va pas dire peut-être la montée de l'antisémitisme, les déclarations antisémites qu'on avait vues dans les rues françaises récemment, la réaction de Manuel Valls a beaucoup plu aux Israéliens et à Lieberman aussi. Alors je veux dire que Lieberman, ce qui est étonnant, et on voit comment les relations changent, et je n'ai bien sûr pas évoqué le dossier israélo-palestinien, dans lequel bien sûr Israël aujourd'hui accepte ce qu'elle n'acceptait pas dans le passé. Il fut un temps où il y avait un ministre des Affaires étrangères du nom de Claude Chesson qui expliquait aux Israéliens qu'on pouvait être pro-palestinien sans être anti-israélien. À l'époque, ça choquait. Aujourd'hui, même Lieberman peut comprendre et accepte. Alors, il y a aujourd'hui, je pense qu'on a quand même mis au frais le champagne. Il y a quelques mois, Lieberman n'aurait même pas reçu du Perrier. Alors un mot de ce discours extrêmement chahuté du président du Parlement européen à la Knesset hier. Est-ce que les relations entre la France et Israël qui sont bonnes sont les mêmes entre Israël et l'Union européenne? Très bonne question et ça me rappelle quelque chose. Vous savez, quand je suis arrivé en France en 88 comme correspondant à l'époque, j'ai allumé la télévision et j'ai vu des photos, des images assez dures de militaires. Et puis la journée s'expliquait que c'était les Israéliens, bien sûr, dans les territoires qui se comportaient de façon très mal, très agressive. Sauf que l'uniforme n'était pas l'uniforme de Tzahal, des uniformes tigrés de 67. J'ai appelé, bien sûr, c'était, je pense, à l'époque, je pense que c'était France 3. Et oups, on a fait une erreur, les images étaient du Paraguay, je pense. Alors, à la limite, un journaliste qui fait une erreur, c'est pas très bien, mais là aussi, on se fait bien sûr battre avec un bâton. Mais qu'un président du Parlement européen arrive en Israël avec des données erronées et fausses, ça c'est assez choquant. Et ce qui me choque aussi depuis des années, que bien sûr que je suis un petit peu le conflit, que ce soit en Israël, en Afrique ou bien sûr en France, malheureusement toujours les erreurs sont toujours de notre côté. Alors Martin Schulz, il faut le rappeler, a cité une discussion qu'il a eue avec un jeune Palestinien la veille à Ramallah, qui lui a expliqué que les Palestiniens ont 4 fois moins d'accès à l'eau que les Israéliens. Il vient au cœur de la démocratie israélienne taper sur les doigts aux Israéliens. Est-ce qu'il a réfléchi à ce qu'il voulait dire aux Israéliens?
Israélien, Martin Schulz? Non, je pense que Martin Schulz, d'abord, révèle et reflète bien sûr ce que l'Europe pense. C'est-à-dire que l'Europe, bien sûr, se soucie énormément, bien sûr, du problème palestinien et tous les autres problèmes peuvent venir ensuite, ça on le sait, on ne va pas le répéter, c'est déjà très très vieux. Sauf que, bien sûr, on s'attendrait à ce que le président du Parlement européen ait des sources un peu mieux informées. Et puis, qu'est-ce que je peux demander à ce pauvre jeune Palestinien, bien sûr, qui essaye de faire passer un peu la détresse de son camp. Donc il a réussi très bien, mais c'est pas nouveau, c'est quelque chose que l'on voit toujours dans la presse. Ce qui est assez étonnant, c'est que d'habitude, lorsqu'on arrive à la Knesset, lorsqu'on arrive en Israël, on essaye de satisfaire plutôt notre hôte et puis par la suite, on essaye de parler d'une autre façon. On a vu ça très bien avec la visite de François Hollande. Un jour, il était israélien, le lendemain, il était plutôt palestinien dans ses déclarations. On trouve un peu l'équilibre. Mais là, venir à la Knesset et avoir de tels propos, surtout qu'elles sont erronées. Je pense que Cyril, ce matin, a très bien expliqué qu'en 1967, que 4 villages parmi de 700 étaient reliés à l'eau, alors qu'aujourd'hui c'est 643. Donc en plus c'est tellement faux et ça a vraiment choqué les Israéliens, mais c'est l'Union européenne. Michel Thoman, les Israéliens, une partie des députés israéliens qui se lèvent et qui quittent l'hémicycle, c'est une réaction appropriée? Écoutez, c'est pas à moi d'en juger, hein. C'est une minorité. Qui a quitté l'hémicycle, donc qui a réagi de manière spectaculaire, virulente, mais ils n'étaient pas les seuls à être choqués par le discours de Martin Schulz. Donc leur réaction n'est que la partie émergée de l'iceberg. Voilà, il y a beaucoup. Elle révèle les vraies positions de l'Union européenne à l'égard d'Israël. Voilà, mais attendez, mais tout le monde n'était pas obligé. Par contre, je ne suis pas sûr que ça a été une bonne chose, le comportement de M. Bennett, de se mettre à crier dans l'hémicycle, etc. Netanyahou, le Premier ministre, lui, a critiqué, a donné sa version, sa vérité, il a rétabli les choses, mais je crois qu'il y a une grande maladresse de la part du président du Parlement européen. Henry Kissinger disait, quand on lui parlait de l'Europe, il disait l'Europe quel numéro de téléphone. Et le vrai problème pour les Européens, c'est qu'ils n'ont toujours pas réussi à construire une entité politique, une union politique, une politique étrangère. Et la tragédie européenne, c'est pas leur incapacité à agir sur le conflit israélo-palestinien, c'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, aux portes de l'Europe. On a des gens qui manifestent et qui se font tuer pour entrer dans l'Union européenne, et l'Union européenne est impuissante, impotente, incapable. Et donc, là, je trouve qu'il y a une maladresse de la part de M. Schulz, une ignorance, et de la part de M. Bennett, il y a une réaction qui est quand même excessive. Deux choses, une justement sur l'Europe, et la deuxième, bien sûr, sur Bennett. Je voudrais rebondir et dire, pour Bennett, c'est vrai que peut-être on aurait pu faire ça de façon un peu plus élégante, mais on a évoqué chez vous, il y a quelques matins, en Israël, la politique politicienne. Il faut savoir très bien qu'aujourd'hui, Bennett est le symbole de droite. S'il veut un jour succéder à Netanyahou, s'il veut avoir plus de voix, il sait très bien, s'il veut satisfaire son électorat, il doit continuer à maintenir cette politique. Il est quand même ministre de l'économie, il est quand même censé je sais. Attendez, par contre, vous avez raison, c'est une attitude de politique intérieure. Voilà. Mais il ne rend pas service à l'image d'Israël à l'extérieur, parce qu'on voit une espèce d'excité, d'agité, c'est les quelques secondes qui passent dans les médias étrangers. Qui vont être retenus partout. Voilà, on est d'accord. Voilà. Et il ne rend pas service à l'image d'Israël. Tout à fait, je suis d'accord. Et l'erreur, encore une fois, des Européens, on l'avait vu depuis Arafat, c'est qu'ils n'ont pas encore compris que pour pouvoir justement servir la paix, pour pouvoir contribuer justement, il faut quand même avoir, on ne va pas dire aller une politique équilibrée parce qu'elle ne va pas être équilibrée, mais au moins être un peu plus juste à l'égard de ce conflit, surtout quand on parle de données. Et c'est pour ça que Martin Schulz, avec la réaction bien sûr de Bennett et de certains hommes politiques israéliens, c'est pas pour demain le retour de Martin Schulz. Après, il y a l'amateurisme incroyable de la part d'un responsable politique qui arrive en disant « J'ai vu des Palestiniens qui m'ont raconté ça ». Bien sûr. Non, on ne se fonde pas sur une discussion comme ça avec des gens, on se fonde sur une étude, sur des discours qui sont préparés, et un discours politique ne peut pas être fondé justement uniquement. Il ne peut pas venir devant la Knesset et être le porte-parole de la rue palestinienne. C'est beaucoup d'amateurisme. Alors voilà pour ce sujet. Merci à tous les deux. Restez avec nous. On parle de politique française dans un instant. Pour l'heure, le rappel des grands titres de ce jeudi. Et c'est le grand titre de ce jeudi, on vient de l'évoquer. Martin Schulz, le président du Parlement européen, a provoqué un tollé hier à la Knesset en déclarant que les Palestiniens avaient un accès à l'eau 4 fois moins important que les Israéliens. Plusieurs députés de droite ont quitté l'hémicycle. Le Premier ministre israélien est monté à la tribune en déclarant, je cite, « Les Européens doivent s'assurer des faits avant de nous critiquer. Il s'agit d'une écoute sélective qui malheureusement est devenue la marque de fabrique de beaucoup de groupes européens », a dit Netanyahou. Le maréchal Al-Sisi, chef de l'armée, nouvel homme fort de l'Égypte, est en visite officielle à Moscou, accompagné du ministre des Affaires étrangères égyptien. Il devrait finaliser la plus importante transaction militaire d'armes russes livrées aux Égyptiens.
En Syrie, alors que les négociations à Genève semblent laborieuses, les opérations d'aide humanitaire et d'évacuation de civils ont pu reprendre à Homs. Cette ville syrienne est assiégée, vous le savez, depuis plus d'1 an et demi. Des centaines de personnes restent bloquées, manquant cruellement de nourriture. En économie, on retient ce matin une info, l'immobilier israélien est 25% au-dessus du prix réel. C'est l'avertissement du FMI pour le Fonds monétaire international. Le prix de l'immobilier en Israël est anormalement élevé et les valeurs pourraient s'écrouler à tout moment. Enfin, l'image de ce jeudi, c'est cette nouvelle tempête polaire aux États-Unis, décidément, cette fois dans le sud-est. 13 personnes ont déjà perdu la vie, 500 000 foyers sont privés d'électricité et l'état d'urgence a été déclaré dans 45 comtés. De la politique israélienne, on passe à la politique française. À présent, Michel Taubman, alors selon un sondage, on va commencer par ça, publié hier, le Front National atteint un record historique d'opinion favorable pour les municipales au mois de mars, 34%. C'est énorme, on s'attend à un raz-de-marée. C'est pas un sondage sur les municipales, c'est un sondage sur l'image du Front National. Donc 34% des Français disent partager globalement les idées du Front National. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec toutes les idées du Front National. Par exemple, sur la question européenne, qui est une question essentielle, ils ne pensent pas qu'on peut sortir de l'Union européenne. Donc sur des questions essentielles, ils ne sont pas d'accord. Mais globalement, les idées du Front National, depuis 30 ans, ont été banalisées et plus d'un tiers des Français, aujourd'hui, se reconnaissent dans ces idées. Alors, quant aux municipales, prochaines élections qui vont avoir lieu en France, donc dans un peu plus d'un mois, fin mars, il n'est pas sûr que le Front National obtienne d'importants résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'il obtiendra de meilleurs résultats que la fois précédente, puisqu'il a fait de très mauvais scores aux dernières municipales. Deuxièmement, les municipales sont le plus mauvais scrutin pour le Front National. Le Front National brille dans les élections politiques nationales, comme les européennes, comme les présidentielles, là où il est porté par un leader, et il a aujourd'hui un vrai leader avec Marine Le Pen. Les élections municipales, c'est plus compliqué parce que le Front National n'a pas une grande implantation et parce que sur les questions de voirie, des questions de gestion des écoles, etc., il n'a pas de crédibilité. Et puis, il faut parfois constituer des listes de 50, 60 personnes. Il faut trouver 50, 60 personnes crédibles. Donc, il ne faut pas s'attendre à un raz-de-marée du Front National aux élections municipales. Il faut s'attendre à une progression, comme on l'a vu au cantonal dernièrement, qui était l'année dernière, qui étaient les élections locales et où il a progressé. Voilà. La question est de savoir aussi ce que le Parti socialiste fera. François Hollande est pour sa part revenu des États-Unis. Alors il a reçu tous les honneurs sur place. Il a été extrêmement bien traité par Barack Obama. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que cette visite va inverser la tendance, celle de sa popularité? Moi, je serais le conseiller de François Hollande. Je lui conseillerais aux prochaines élections de se présenter soit en Israël, soit aux États-Unis, parce qu'il est très populaire dans ces deux pays. Alors c'est vrai que pour lui, je pense que ça a été une petite cure, vraiment 3 jours comme ça d'illusion. Il a eu l'illusion d'être un chef d'État respecté, apprécié, qui joue un rôle sur la scène internationale. Ce n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que sur les questions internationales, comme le Mali, comme la Centrafrique, comme la Syrie, l'Iran, la France a fait entendre sa voix et elle a joué un rôle important. Et c'est vrai que la France est appréciée par les États-Unis. Lune de miel entre la France et les États-Unis qui dure depuis Sarkozy. Il y a continuité. Il n'y a pas un pic, il y a une continuité entre Sarkozy et Hollande de ce point de vue-là. Ça ne va rien changer à sa situation intérieure. Vous savez, sur le plan, les Français ne se déterminent pas par rapport à la politique étrangère. Bon, et puis c'est très facile. Ce que je veux dire, c'est que aller dans une visite d'État, vous êtes forcément traité comme un chef d'État, et à moins de déraper, de glisser de l'avion et de rater les marches, normalement tout se passe bien, vous avez les honneurs, et ce que je veux dire, c'est très valorisant. Une chose quand même, Obama a dit que la France était le meilleur allié, l'allié le plus sûr des États-Unis, mais il avait dit la même chose à Merkel, il a dit la même chose à Cameron, il a dit la même chose au président sud-coréen, et c'est assez normal. Alors maintenant, en France, les difficultés recommencent dès qu'il va arriver à Paris. Avec une situation... Peut-être le champ libre à Nicolas Sarkozy. On a vu l'ancien président français cannibaliser un meeting à Paris de NKM. C'était lundi soir. Est-ce qu'il prépare son grand retour pour 2017 ? D'abord, je ne sais pas, mais c'est la grande question d'interrogation. Il est sûr que le vide qu'il trouve à droite, bien sûr, lui permet de le faire. Est-ce qu'il va le faire ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il le veut ? Je pense que oui. Je pense qu'il a réellement envie. C'est une bête politique, et je le dis de façon positive, bien sûr. C'est un vrai homme politique. C'est un homme qui aime le pouvoir. C'est un homme, quand même, qui n'a pas su se maintenir
maintenir pour une deuxième à la deuxième présidentielle a perdu. Mais je veux dire juste une chose. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit à droite ou à gauche, et bien sûr Marine Le Pen qui se renforce, peuvent au contraire lui donner, ce que vous avez dit sur le Front National, peut au contraire lui donner beaucoup de crédibilité. Et il a un très bon, il a un très bon prétexte de retourner, soi-disant, il va sauver la République, ça veut dire vis-à-vis d'autres forces. Est-ce que l'histoire nous apprend qu'un président français qui veut revenir, c'est une bonne chose ou pas? Ça marche ou pas? Alors, il y a un précédent. Et donc c'est un échec. Il y a un seul précédent d'un président qui a été battu lorsqu'il a voulu être réélu. Il s'agit de Giscard d'Estaing, en 1980. Bon, le général de Gaulle, c'est à part, parce que le général de Gaulle a provoqué un référendum qu'il a perdu et il a démissionné. Bon, rien que l'obligé à démissionner, mais il a voulu démissionner, c'était sa conception de l'État. Bon, Giscard et Sarkozy, il y a beaucoup de points communs. Des gens qui sont battus à l'issue d'un seul mandat, qui sont jeunes. Giscard avait 55 ans en 81, Sarkozy 57 ans. Et une volonté de revanche qui est évidente. Alors, la différence de stratégie, elle est là. Elle est d'une part que Giscard a décidé tout de suite de dire « je retourne à la base ». Et quelques mois après sa défaite, il s'est fait élire conseiller général. Et il a gravi un à un tous les échelons de la vie politique. Il est devenu député, président de région, et il a repris la direction de son parti, l'UDF. En recommençant par le bas, c'est ce que Sarkozy va éviter de faire? Sarkozy, lui, il cherche à maintenir quand même une stature d'ancien président. Il n'a pas ce côté président citoyen que voulait entretenir Giscard, qui allait jouer de l'accordéon et qui, après sa défaite, a dit « je suis un citoyen comme un autre ». Bon. Mais le problème de Sarkozy, c'est qu'il faut quand même maintenir le pied dans la porte. Parce que si vous restez sur votre Aventin, comme l'avait fait Lionel Jospin, qui n'était pas un président battu, mais qui était un ancien Premier ministre, qui ne rêvait que d'une chose, c'est de se représenter à la présidentielle, c'est normal, c'est humain, mais qui surtout disait, moi, la politique, j'ai arrêté la politique, je ne veux pas. Et Jospin, la grosse erreur qu'il a faite, c'est qu'il attendait qu'on vienne le chercher. Les socialistes attendaient Jospin jusqu'en 2005, et puis entre-temps, il y a un leader qui est apparu, c'est Ségolène Royal. Et l'autre, alors la différence entre Sarkozy et Giscard, elle est importante, c'est que Giscard, il a échoué, je pense, parce que bon, d'abord, c'est pas évident. Comme dit Giscard, quand on s'est brûlé au feu électoral, on a peur de s'en approcher. Un deuxième échec, c'est très difficile. Mais il y avait deux outsiders, il y avait deux leaders. Il y avait Chirac et Barre. Aujourd'hui, à droite, Sarkozy, pour l'instant, il a un boulevard. Donc le problème de Sarkozy, c'est d'éviter que la porte se referme, mais de ne pas l'ouvrir trop vite. Une phrase pour terminer avec Martin Schulz. Je me pose la question à la fin de son discours, a-t-il reçu un verre d'eau? C'est tout. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. La politique d'Israël est souvent décriée, c'est un secret pour personne. Et on s'intéresse ce matin à une notion, la hasbara en hébreu, entre propagande et relations publiques. C'est un des combats de la diplomatie israélienne. On en parle avec vous, Mordechai Rothgold. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du département des informations et médias au ministère des Affaires étrangères israélien. Alors de quoi vous occupez-vous? Bonjour Barbara, merci de nous avoir invités sur le plateau aujourd'hui. Vous avez bien défini le concept, vous avez parlé de hasbara, relations publiques. Le concept adopté aujourd'hui dans la diplomatie est le terme de diplomatie publique. Donc Israël est très présent sur ce terrain. C'est un terrain qui se développe de plus en plus. En anglais, on utilise aussi le terme de soft power, soft diplomatic power. C'est la politique culturelle, c'est la politique d'information et c'est de plus en plus aussi la politique sur la toile à travers les réseaux sociaux qui donne la possibilité à tous les pays en quelque sorte de s'exprimer et d'entrer en contact direct avec les opinions publiques dans le monde entier. Alors concrètement, vous faites quoi? Quel genre de campagne vous lancez? Alors spécifiquement, nous sommes particulièrement actifs ces derniers temps dans le domaine de l'audiovisuel, le domaine de la production d'images, de vidéoclips qui montrent le vrai Israël, qui montrent ce que souvent l'opinion publique à travers le monde ne voit pas sur les journaux télévisés, sur les réseaux d'information classiques. Donc la toile nous donne la possibilité de montrer en quelque sorte le vrai visage d'Israël. Alors on va peut-être en voir un exemple tout de suite. C'est un clip que vous avez lancé sur une chanson de Matisyahu. Alors on regarde à quoi ça ressemble et vous nous expliquez juste après. Are done.
keeping it on till the day stays strong. Rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song. I say this phase is always. Sometimes I get so crazy, but just know that I'll always stay. Cause you're my light through the haze. It's time for a champion. Through the soul of the land. Men the art from the sea and sand. Till the sun comes up again. Time for a champion. Through the soul of the land. Men the art from the sea and sand. Till the sun comes up again. Reach for the sky. Keep your eye on the prize. Forever in my mind. Be my goals. C'est un clip qui récolte un certain succès. Il a été vu par beaucoup de monde. Oui, c'est un clip qui a démarré très fort. On se rapproche déjà des 100 000 visions en l'espace d'une semaine à peine. Sur Internet. Sur Internet, sur YouTube. C'est un clip dans la formule qu'on appelle lip dub. Donc les personnages simulent les paroles d'une chanson célèbre, en l'occurrence la chanson de Matissya ou Sunshine. Et c'est un clip qui a été réalisé uniquement sur la base de volontariat. Donc tous les personnages que vous voyez représentent en quelque sorte la mosaïque humaine d'Israël. Il y a des danseurs professionnels, il y a des passants, il y a des touristes, il y a des juifs, des arabes, des jeunes, des personnes âgées. Vous pouvez le constater par vous-même. Nous avons voulu montrer en quelque sorte les Israéliens tels qu'ils sont au jour le jour, souriants, heureux. Et nous avons montré aussi à travers ça un peu les différentes facettes d'Israël, puisque comme vous pouvez le constater, ce clip a été filmé à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa, sur le Hermon enneigé, sur Masada, la mer Morte. On a voulu transmettre le message à la fois de la richesse humaine et de la richesse des paysages d'Israël. Est-ce que très concrètement, vous pensez que ça change quelque chose à l'image d'Israël, ce genre de clip ? Tout à fait. Je pense que ça donne effectivement la possibilité de voir ce qu'Israël est vraiment, comme je l'ai déjà précisé. Ce clip atteint énormément de spectateurs à travers le monde. Comme vous le savez, sur YouTube, on peut voir les statistiques. Et bien entendu, au-delà des pays traditionnels comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Nous savons que ce clip a aussi beaucoup de succès dans les pays arabes chez nos voisins, qu'il est vu dans des pays lointains comme les Philippines ou le Brésil. Et donc ça permet effectivement de transporter l'image d'Israël au-delà. Il faut savoir aussi que ce n'est pas le seul clip. Donc il y a tout un processus, toute une stratégie de montrer Israël pas à travers un clip unique, parce qu'on ne peut pas concentrer toute la richesse d'Israël en une seule vidéo de 3 minutes et demie, mais il y a toute une série de productions qui s'accumulent et qui déploient en quelque sorte toutes les pans de la diversité israélienne. Alors on va en voir un deuxième exemple de clip que vous diffusez, un clip sur une danse traditionnelle juive et israélienne, on regarde. Alors, quelques mots sur ce qu'on vient de voir. Alors là, ce que vous avez vu, c'est un flash mob. C'est aussi un autre des phénomènes en vogue sur YouTube. On a vu tout à l'heure un lip dub, maintenant un flash mob. Donc on essaye de voguer en quelque sorte sur les trends, sur les modes sur YouTube. C'est une vidéo que nous avons filmée dans l'allée commerciale à l'entrée de la ville de Jérusalem avec la troupe de danse Hora. Et donc à nouveau, nous participons à ces phénomènes sur Internet. Ce clip est à ce jour le flash mob le plus israélien, le plus vu. Il a déjà atteint plus de 1 million de visions sur Internet. Et il est important aussi de souligner que ce sont des produits qui ont une durée de vie relativement longue. C'est un clip qu'on met sur YouTube. Bien entendu, il y a le lancement et beaucoup d'attention. Mais ensuite,
ces genres de produits continuent leur trajet, leur carrière. Et s'ajoute ensuite lorsque... Pourquoi vous vous centrez sur les nouveaux médias? Ça veut dire que le combat pour l'image d'Israël, il est perdu sur les médias traditionnels? Ah non, pas du tout. On combat sur tous les fronts. Donc on combat sur les fronts des médias traditionnels et on combat aussi sur les fronts des nouveaux médias et à tous les niveaux, Israël est très présent. Alors tout de même, vous dites qu'il est temps de changer l'image d'Israël, montrer le vrai visage d'Israël par l'intermédiaire notamment de ces clips. Mais montrer un autre visage d'Israël ne fera pas oublier au monde ce qui le dérange, à savoir le problème politique avec les Palestiniens. Il est clair qu'il faut à la fois confronter les défis auxquels on est confronté au niveau politique, et on le fait. Et je pense que vous voyez très bien que les différentes controverses sont discutées ardument en Israël et ont un large écho à l'étranger. Et on est présent, comme vous l'aviez demandé précédemment, sur les médias traditionnels également. Donc nous défendons et nous mettons en avant nos arguments et nos intérêts au niveau politique. Parallèlement, nous voulons aussi montrer qu'Israël est beaucoup plus que les sujets controversés ou les débats politiques. Il y a en Israël une population jeune, il y a en Israël un secteur technologique très avancé, une plage, une mer magnifique qu'on voit juste derrière vous. Donc Israël a beaucoup plus à montrer que les débats politiques uniquement. Tout de même, vous ne pensez pas que vous pouvez faire tous les efforts du monde, avoir toute la bonne volonté du monde, tant qu'il n'y aura pas de solution politique avec les Palestiniens, l'image d'Israël ne changera pas? Je ne pense pas. Je pense que l'image d'Israël évolue en permanence. Notre image aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Nous ne sommes pas différents à ce niveau-là d'autres pays du monde. Beaucoup d'autres pays ont également des sujets controversés, des problèmes, que ce soit en Europe, au Proche-Orient ou ailleurs. Comment vous expliquez dans ces cas-là le phénomène grandissant, celui du boycott contre Israël par exemple? On fait beaucoup de cas du boycott. Je ne sais pas si le boycott est tellement grandissant que cela. On a vu au contraire récemment que le boycott a essuyé plusieurs échecs, en particulier en ce qui concerne SodaStream et d'autres décisions juridiques qui ont été prises en Grande-Bretagne. Mais cela fait partie aujourd'hui des défis auxquels Israël est confronté. Et justement, montrer qu'Israël est beaucoup plus que cela, ça fait partie de notre stratégie. Et c'est une stratégie qui paye en fin de compte. C'est une stratégie, comme je vous l'ai dit, qui fait partie aussi de ce qui se passe dans le monde diplomatique et politique mondial. La diplomatie publique aujourd'hui est traitée très sérieusement par la plupart des pays qui veulent effectivement mettre en avant leur image et gérer leur image de marque à travers le monde. Merci beaucoup, Je vous en prie. d'avoir été Merci à avec vous. nous ce matin. Bonne journée. Jeudi 13 février, vous êtes sur i24 News. Voici l'essentiel des grands titres du jour. Martin Schulz, le président du Parlement européen, a provoqué un tollé hier à la Knesset en déclarant que les Palestiniens avaient un accès à l'eau 4 fois moins important que les Israéliens. Plusieurs députés de droite ont quitté l'hémicycle. Le Premier ministre israélien est monté à la tribune en déclarant, je cite, « Les Européens doivent s'assurer des faits avant de nous critiquer. Il s'agit d'une écoute sélective qui malheureusement est devenue la marque de fabrique de beaucoup de groupes européens », a donc déclaré Netanyahou. Le maréchal Al-Sisi, chef de l'armée et nouvel homme fort de l'Égypte, est en visite officielle à Moscou ce jeudi. Il est accompagné de son ministre des Affaires étrangères et devrait finaliser la plus importante transaction militaire d'armes russes livrée aux Égyptiens. En Syrie, alors que les négociations à Genève semblent laborieuses, les opérations d'aide humanitaire et d'évacuation de civils ont pu reprendre à Homs. Cette ville syrienne est assiégée depuis plus d'1 an et demi. Des centaines de personnes restent bloquées, manquant cruellement de nourriture. En économie, on retient ce matin une info, l'immobilier israélien est 25% au-dessus du prix réel. C'est l'avertissement du FMI. Pour le Fonds monétaire international, le prix de l'immobilier en Israël est anormalement élevé et les valeurs pourraient s'écrouler à tout moment. Enfin, l'image de ce jeudi, c'est cette nouvelle tempête polaire aux États-Unis, dans le sud-est. 13 personnes ont déjà perdu la vie, 500 000 foyers sont privés d'électricité. L'état d'urgence a été déclaré dans 45 comtés. Allez, on reparle de cette visite d'Avigdor Lieberman. Il est en ce moment à Paris. Le ministre des Affaires étrangères israélien doit s'entretenir avec son homologue, Laurent Fabius, notamment sur le programme nucléaire iranien. Bonjour, Michael Darmon, éditorialiste politique pour iTélé. Merci d'être avec nous. Alors, Avigdor Lieberman, il faut le rappeler, il n'a plus mis les pieds à Paris depuis 5 ans. Est-ce que la France s'émeut de recevoir le chef de la diplomatie israélienne ?
Alors, je vais vous dire cela avec la plus totale franchise. C'est dans une indifférence absolue que le ministre donc, des Affaires étrangères israélien arrive à Paris, puisque presque personne n'en fait état dans la presse, où l'actualité ici est centrée sur des problèmes économiques et sociaux tels que la bataille avec les taxis ou le voyage de François Hollande aux États-Unis et les questions économiques qui vont avec. Donc on voit bien que effectivement cette question reste quand même d'importance, puisqu'il va discuter avec son homologue sur le dossier donc du nucléaire iranien, dossier qui n'a pas été publiquement, en tout cas, mis en avant lors de la visite également de François Hollande à Washington, lors de ses conversations ou au moins déclarations publiques avec Barack Obama. Donc on sent bien que ce dossier, effectivement, et la visite du ministre israélien sont pour l'instant en deuxième ou troisième ligne des affaires publiques françaises. Cela dit, le ministre israélien doit également avoir un programme de visite. Il aura un programme de visite de rencontre avec les diverses institutions et associations juives de France. Il y a une personne qui aurait pu effectivement le rencontrer. Elle était intéressée à le faire il y a quelque temps. Il s'agit de Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, dans l'entourage de la présidente du Front National, on dit qu'on ne veut pas rencontrer un personnage qualifié d'extrême droite. Alors à ce sujet, précisément, Michaël Darmon, Avigdor Lieberman a opéré en Israël un virage politique plus modéré. Certains le taxent même de gauchiste. Dernièrement, il parle désormais comme un vrai diplomate, en se prononçant notamment en faveur du processus de paix et de John Kerry. Est-ce que ce virage politique a été suivi en France par la presse, mais surtout par le Quai d'Orsay ? Là également, je dois vous dire que ces affaires-là ne sont pas au cœur de la préoccupation française. L'analyse qui est faite au Quai d'Orsay est surtout liée donc à une volonté du ministre israélien tout simplement de redorer son image, parce qu'on sait qu'il sort donc d'une difficile période et séquence judiciaire en Israël. Il y a des affaires donc supposées de corruption apparemment. Et donc on voit bien qu'il y a un travail personnel d'image et de recrédibilisation d'un personnage qui avait été effectivement régulièrement stigmatisé en France pour ses prises de position. Mais il faut dire qu'ici, du point de vue de Paris, ce qui importe, c'est surtout ce que dit le chef du gouvernement. Alors, au sujet de l'Iran, pas plus tard que dimanche, Binyamin Netanyahou a répété que l'assouplissement des sanctions contre l'Iran était contre-productif. Est-ce que c'est un message que la France est prête à entendre lorsqu'on sait que la semaine dernière, 116 patrons du MEDEF étaient en Iran ? Non, avec cette visite des patrons français en Iran, on voit bien quelle est la réalité. C'est la réelle politique qui l'emporte. Le temps des déclarations émotionnelles et grands principes du temps de la visite de François Hollande en Israël est bien terminé. On est maintenant dans le processus diplomatique, voire englué dans le processus diplomatique, mais c'est l'économie qui reprend ses droits. Tout le monde sait, les Américains en tête, qu'il y aura un accord. Les Israéliens le savent également. Et donc maintenant, l'enjeu est tout simplement, parce qu'on sait que le dégel approche dans les relations entre l'Iran et la France, et bien maintenant l'enjeu est de récupérer, de pouvoir s'installer sur un marché très important et sur une société qui effectivement veut retrouver des relations avec le monde extérieur. Merci beaucoup Michaël Darmon d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve après un nouveau journal, on parlera des tendances culinaires du moment. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. L'actualité, c'est aussi tous les jours sur Internet et c'est tout de suite dans la revue du web. Avec vous ce matin, Julien Balloul. Bonjour. Et on commence par une skieuse libanaise qui fait scandale à Sochi. Absolument, elle s'appelle Jackie Chamoun, elle a 22 ans, elle est libanaise comme vous l'avez dit. Et pourquoi est-ce qu'elle crée scandale? Non pas à cause de ses performances évidemment sportives, mais parce qu'elle a posé seins nus pour un calendrier qui s'appelle Instructeur de ski. En fait, dans le calendrier, on ne voit pas les seins, ils sont protégés par les skis, mais dans le making-of, dans les coulisses de la préparation du calendrier, on voit sa poitrine.
Gros scandale et gros écho sur les réseaux sociaux, Barbara. 1,7 million de vues en une journée et demie. Alors, elle a été contrainte de s'excuser sur Facebook. Alors, j'ai toute sa citation, mais je vais vous dire qu'à un petit passage, que c'était une longue excuse. La vidéo faisait partie du making-of de la séance. Elle ne devait pas être rendue publique. Je voudrais m'excuser auprès de vous tous. Je sais que le Liban est un pays conservateur. Alors, quand même, le Liban, il faut rappeler, c'est l'un des pays les plus libéraux du monde arabe. Visiblement, pas tant que ça, parce que le ministre des Sports a lui-même demandé de la part du comité olympique libanais qu'il prenne des mesures pour, je cite, préserver la réputation du Liban. Donc le côté libéral du Liban a ses propres limites. Voilà, on voit ses jolies jambes, en tout cas, cette skieuse. Oui, elle est belle. Hein. Elle est très jolie. Alors, autre bad buzz, ce matin, ce sont les journalistes français qui ont accompagné François Hollande dans sa visite américaine. Et ils ont été rappelés à l'ordre et provoquent l'hilarité du web. Que s'est-il passé ? Oui, ils ont été rappelés à l'ordre, visiblement, se promener dans la Maison-Blanche. Ça a l'air d'être le nouveau Euro Disney pour les journalistes français. Et je ne parle pas de petits journalistes stagiaires, je parle de rédacteurs en chef, de journalistes importants du journal Le Monde, etc. etc. On va voir quelques photos. Ils se comportent comme des enfants à la Maison-Blanche. Ils font des selfies. Ils se mettent à côté de Barack Obama, ils se prennent en photo, ils se mettent derrière le pupitre du bureau du porte-parole et ils disent voilà, j'ai trouvé un nouveau travail de porte-parole. Ils se comportent tellement comme des enfants, Barbara, que le porte-parole de la Maison-Blanche a dû sortir un communiqué demandant... On les voit. Effectivement, Hollande et Obama juste derrière. Hollande et Obama sont juste derrière, et c'est quand même des journalistes du Monde, Service International, enfin c'est pas des gens, c'est pas des stagiaires. En même temps, ils sont émus d'être là, ils sont contents d'être à la Maison-Blanche. Ils sont contents, mais il a fallu quand même demander, c'est le porte-parole de la Maison-Blanche qui a dû quand même leur demander, je cite, aux journalistes français de se calmer, ce qui est un peu la honte pour les journalistes français. Cela dit, on peut quand même rappeler que Barack Obama avait lui aussi fait un selfie au funérailles de Nelson Mandela. Voilà, tout le monde s'y met au selfie. Tout le monde s'y met, mais voilà, ça a été un peu la honte pour les journalistes français. Alors on le voit là, au pupitre. Oui, alors lui, il est au journal Le Monde, et voilà, il a marqué bon les gars, je change de job, porte-parole de la Maison Blanche ne se refuse pas. Ils sont donnés à cœur joie. Il a arrêté sur le web, mais ses collègues au journal Le Monde ont fait un selfie tous ensemble avec marqué solidarité avec notre collègue, puisqu'il est un peu la risée du web. C'est bon enfant, c'est amusant. C'est bon enfant, mais c'est vrai que les journalistes français s'étaient déjà un peu ridiculisés avec la rumeur Beyoncé-Obama. Ça n'arrange pas nos affaires. Aux États-Unis. Exactement. On rigole des Français. Alors, des journalistes français surtout. Des journalistes français. Retour en Israël, au moment où l'on parle d'une éventuelle intégration des juifs orthodoxes dans les rangs de Tsahal. Tsahal a publié une vidéo pour mettre en avant les orthodoxes qui sont déjà enrôlés dans l'armée, c'est ça ? Absolument, on va voir cette vidéo. En fait, vous savez qu'il y a un débat en ce moment parce que la Cour suprême israélienne a supprimé le financement des étudiants des écoles talmudiques, talmudiques, oui, c'est comme ça qu'on dit, qui n'iront pas à l'armée. Et donc il y a un vrai débat dans la société israélienne. Les orthodoxes doivent-ils ou non aller à l'armée ? Et il y a eu une manifestation très violente la semaine dernière dans plusieurs endroits du pays, avec notamment des orthodoxes qui disaient nous n'irons pas à l'armée, nous préférons aller en prison plutôt qu'aller à l'armée. Ils pensent, les orthodoxes, il faut expliquer quand même leur point de vue, ils pensent que s'ils vont à l'armée, ils ne pourront pas avoir une pratique religieuse digne de ce nom. Donc Tsahal a publié une vidéo pour montrer que oui, c'était possible. Il y a des unités faites sur mesure pour les orthodoxes, dans lesquelles notamment ils n'auront pas de commandant de femmes, vous savez, pour des raisons de pudeur, pour ne pas être en contact avec des femmes. Et ils sont en général combattants dans des unités d'élite. Donc une vidéo mise en ligne par Tsahal pour montrer l'efficacité des soldats orthodoxes et la possibilité d'avoir une pratique religieuse. On regarde un extrait. C'était toi. Non, t'as sauté une année. Donc voilà, on est censé comprendre de cette vidéo que finalement l'intégration des soldats se passe plutôt bien. Oui, absolument, qu'il est tout à fait possible d'avoir une pratique religieuse dans l'armée israélienne et d'être un bon soldat et de servir son pays. C'est vraiment le message de l'armée israélienne qui se mêle du coup un peu du débat public. Et on reparle ce matin également du cas Ilan Halimi, ça fait 8 ans déjà. Absolument, nous sommes donc le 13 février 2014, aujourd'hui il y a 8 ans, le 13 février 2006. On découvrait tous cette affaire dans la presse, le corps d'Ilan Halimi, ce jeune juif qui avait été capturé pour des raisons antisémites par le gang des barbares, était retrouvé agonisant le long d'une voie ferrée dans la banlieue parisienne. Il était mort en chemin vers l'hôpital et sur Twitter, il y a les hommages se multiplient, Barbara, notamment certains qui appellent à changer leur photo profil avec une image d'Ilan Halimi pour lui rendre hommage. Il y en a d'autres encore qui s'inquiètent de l'état de la société française 8 ans après le meurtre d'Ilan Halimi. Il y a eu Toulouse après ça, il y a eu des vagues de racisme, il y a eu la manifestation du jour de colère qui a beaucoup inquiété, donc certains estiment qu'on n'a pas retenu les leçons, et puis d'autres enfin se rappellent tout simplement en publiant une photo d'Ilan. Voilà l'émotion encore d'Ilan Halimi 8 ans après son meurtre.
Voilà, 8 ans après cette tragédie. Et on termine par une nouvelle tendance sur Instagram, les selfies à côté de SDF. Oui, c'est un morning un peu selfie. Il y a eu à la Maison Blanche, maintenant ça se passe en France. Alors on connaissait, je vous avais parlé, je crois, c'était ici, des selfies pendant les funérailles. Les personnes qui se prenaient en photo aux funérailles de leurs grands-parents à côté d'un cercueil, c'était un goût certain. Alors, un goût certain, se prendre en photo à côté de SDF, que s'ils ne s'en rendent pas compte. Sinon, c'est pas drôle, faut pas qu'ils s'en rendent compte. C'est pendant qu'ils sont en train de dormir, et ça fait le tour du web. On voit plusieurs photos. C'est assez douteux comme goût. Voilà, les dérives d'Internet, on aura l'occasion d'en reparler dans un instant avec vous. Johan Waki, c'est tout pour ce matin ? C'est tout, au revoir. Merci beaucoup Julien, restez avec nous. Jeudi 13 février, vous êtes sur i24 News. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici l'essentiel des grands titres de cette matinée. Martin Schulz, le président du Parlement européen, a provoqué un tollé hier à la Knesset en déclarant que les Palestiniens avaient un accès à l'eau 4 fois moins important que les Israéliens. Plusieurs députés de droite ont quitté l'hémicycle. Le Premier ministre israélien est ensuite monté à la tribune en déclarant, je cite, « Les Européens doivent s'assurer des faits avant de nous critiquer. Il s'agit d'une écoute sélective qui malheureusement est devenue la marque de fabrique de beaucoup de groupes européens », a dit Netanyahou. On note également ce jeudi que le maréchal Al-Sisi, chef de l'armée, nouvel homme fort de l'Égypte, est en visite officielle à Moscou, accompagné de son ministre des Affaires étrangères. Il devrait finaliser la plus importante transaction militaire d'armes russes livrée aux Égyptiens. En Syrie, alors que les négociations à Genève semblent laborieuses, les opérations d'aide humanitaire et d'évacuation de civils ont pu reprendre à Homs. Cette ville syrienne, vous le savez, est assiégée depuis plus d'1 an et demi. Des centaines de personnes restent toujours bloquées, manquant cruellement de nourriture. En économie, on retient ce matin une info, l'immobilier israélien est 25% au-dessus du prix réel. C'est l'avertissement du FMI. Pour le Fonds monétaire international, le prix de l'immobilier en Israël est anormalement élevé et les valeurs pourraient s'écrouler à tout moment. Et on termine par l'image de ce jeudi, c'est cette nouvelle tempête polaire qui s'abat sur les États-Unis. Dans le sud-est, 13 personnes ont déjà perdu la vie, 500 000 foyers sont privés d'électricité et l'état d'urgence a été déclaré dans 45 comtés. Il est l'heure de notre rendez-vous consommation et tendance avec vous, Johan Waki. Bonjour. Bonjour Barbara. Alors, vous nous présentez ce matin quelques nouveautés des tendances culinaires. Exactement. Alors, je vous propose de faire un petit tour rapide du monde pour voir ce qui se passe dans le domaine de l'alimentation un peu partout. Et on va commencer tout de suite avec le shawarma au chocolat. Ah bon, ça existe ? Avant de vous expliquer ce que c'est, je reviens tout d'abord dans la tendance dans laquelle le shawarma au chocolat s'inscrit. On connaissait la pita chic, notamment démocratisée par Eyal Shani, qui nous fait revisiter la pita sous toutes ses formes. Ça existe en Israël et à Paris. Ça existe en Israël et maintenant à Paris. Par contre, le shawarma au chocolat, ça nous vient d'Italie, de Sicile plus précisément. Alors pour vous expliquer un peu comment ça se passe, parce que shawarma au chocolat, on a l'impression qu'il y a un peu de viande, alors c'est pas du tout le cas. On prend le tube, le cylindre célèbre où la viande est habituellement accrochée et on remplace la viande par du chocolat italien. Il n'y a pas du tout de viande. Il n'y a pas du tout de viande, c'est un shawarma complètement sucré. On remplace la viande par du chocolat italien, une couche de chocolat blanc, une couche de chocolat au lait, qu'on rase tout simplement pour en faire des copeaux et les transposer dans une pita crêpe, une pita un peu revisitée et qu'on peut agrémenter de chantilly, de sirop d'érable, de bonbons, de cacahuètes, de tout ce que vous voulez. Finalement, c'est très appétissant. Ça fait un peu penser à ces... sûr là. Hein. Alors, vous allez voir la fin. Voilà, les copeaux de chocolat qu'on verse dessus. Ça fait un peu penser à ces pizzas au chocolat qu'on voit dans certains restaurants italiens. Voilà, donc... une première tendance. Une avalanche de sucre. Une avalanche de sucre, ça c'est certain. Julia, ça vous plaît ? J'ai pas compris comment il coupait, on aurait dit on aurait dit un rasoir, vous savez, pour les jambes des femmes. C'est presque ça. C'était assez inquiétant. C'est le principe du shawarma. On trouve ça donc en Italie. On trouve ça en Italie. Aujourd'hui, on trouve également le concept en Turquie et au Liban, peut-être bientôt en Israël, je sais pas. Voilà, les pays du shawarma. Vous avez d'autres choses aussi appétissantes à nous présenter ? Aussi appétissantes, je sais pas. En tout cas, beaucoup plus dangereux. On va parler de neck nomination. Est-ce que vous savez ce que c'est que la neck nomination ? On en a entendu parler malheureusement. C'est une tendance qui fait fureur en ce moment sur Facebook et sur les réseaux sociaux de manière générale. C'est un jeu d'alcool. Le principe est très simple. On se filme avec son smartphone en train de boire d'une traite de l'alcool et on tag 3 de ses amis en leur lançant le challenge de réaliser
la même prestation dans les 24 heures. Donc boire de l'alcool de façon très rapide, cul sec comme on dit, en lançant donc le challenge à ses amis, c'est très dangereux, ça a déjà fait 4 morts, dont 2 en Irlande. Il faut savoir que les autorités irlandaises ont tout simplement demandé à Facebook de retirer les vidéos liées à la Nick Nomination et que Facebook a malheureusement refusé, il a rejeté la demande en disant que ce n'était pas contraire au règlement de la plateforme. Et là on voit très clairement les limites du droit dans le monde digital. Est-ce qu'on doit se référer au règlement de la plateforme, en l'occurrence Facebook, qui est un peu légère ici, ou est-ce qu'on doit se référer à un droit international ou local? Enfin, voilà, il y a tout un flou juridique autour de ça, on ne sait pas trop quoi faire, donc il y a des pages de soutien. Facebook tolère pour le moment. Facebook tolère. Il y a des pages de soutien qui ont été lancées pour bannir la Nick Nomination de Facebook. Aujourd'hui, on en a à peu près à plus de 25 000 fans. Affaire à suivre. Neck Nomination, on sait d'où ça vient, c'est quoi ce mot? Alors, Neck Nomination, ça vient de Neck Your Drink, qui veut dire boire cul sec en anglais, et Nomination pour nommer quelqu'un. Voilà, donc ça a été lancé en Australie il y a à peine 1 mois, et de voir que ça a déjà fait le tour de la planète et autant de dégâts en si peu de temps, 4 morts, il faut le rappeler. Ouais, c'est hallucinant, 4 morts à date. 2 en Angleterre le week-end dernier et 2 en Irlande. Bon, tous les parents qui nous regardent, dites à vos enfants Attention. de ne pas participer à cette Neck Nomination, Julien. Mais d'ailleurs, le problème, c'est pas tant la page Facebook, parce que vous l'avez dit, c'est difficile à supprimer, mais comme il a dit, les personnes se taguent entre eux et se défient. Donc même sans page Facebook, moi j'étais halluciné de voir ma soeur. J'ai une petite sœur et j'étais sur son Facebook hier parce qu'elle était chez moi. Elle a été et non, pas encore heureusement, mais tous ses amis étaient en train de le faire. Et moi je pensais que c'était une tendance marginale et j'ai découvert que surtout sur Facebook, tout le monde le faisait. Ça va très très vite en taguant 3 personnes, le pouvoir de la vérilisation et se répand très rapidement. Ouais. Alors on parle toujours d'alimentation, cette fois en Corée du Sud. Alors on part en Vous Corée du souriez Sud. déjà, Oui, hein. je souris parce que je sais ce qui nous attend. On part en Corée du Sud avec une jeune femme de 34 ans qui a trouvé une nouvelle activité, qui se filme avec sa webcam et qui retransmet en streaming direct. Elle se filme en train de manger. Donc elle mange beaucoup de plats, des salades, des ailes de poulet, des nouilles, des raviolis, un peu dans tous les sens. Son show dure 3 heures. Je vous laisse découvrir ces quelques images pour comprendre mieux de quoi il s'agit et on revient dessus juste après. 진짜 이게 매우니까 매우면 이 샐러드랑 같이 해서 먹으면 안 맵겠죠? 매워. 이거는 칠리 소스에다가 묻혀져 있는 이거를 샐러드랑 같이 먹는 거예요. 요거트 드레싱이 묻어져 있는 우리 막심 무라비처님. Voilà, alors on a passé que quelques secondes, il faut savoir que le show dure donc quand même 3 heures, qu'elle se dit avoir... On la voit manger, elle commente, alors là on comprend pas ce qu'elle dit, mais pour vous traduire, elle dit tout simplement que c'est délicieux de plusieurs façons. Voilà, il faut savoir que donc cette femme a 34 ans, elle se fait appeler la diva, elle nous dit n'avoir aucun problème psychologique lié à l'alimentation, ni boulimie, ni anorexie, ni quoi que ce soit. Ses plats. Elle finit ses plats en 3 heures, elle a le temps de manger beaucoup de choses. Ce qu'on est certain, c'est qu'elle ne vomit pas pendant ces 3 heures, on ne sait pas ce qui se passe après. Honnêtement, voilà. Alors, l'idée, c'est tout simplement qu'elle s'ennuyait, qu'elle cherchait un hobby. Elle s'est dit que ça pourrait être sympa de se lancer là-dedans. Elle n'est pas exhibitionniste, quoi. C'est pas pour ça qu'elle le fait. Il y a un peu d'exhibitionnisme, de voyeurisme, de porn-foodisme, appelez-le comme vous voulez. Porn-foodisme. Ouais, alors en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un vrai boulot. Il faut savoir que cette femme se consacre à temps plein. Enfin, ces 3 heures par jour font sa journée de travail, puisqu'elle arrive à monétiser ce show. Ça lui rapporte de l'argent. Beaucoup d'argent, Barbara. $9 000 par mois en moyenne. Comment il fait pour avoir $9 000 par mois? Elle se filme toute la journée en train de manger. Elle se filme 3 heures par jour. Les internautes, si le show leur plaise, peuvent décider de la payer en ballon virtuel. C'est une monnaie virtuelle, un peu comme les bitcoins. Une monnaie virtuelle qui fonctionne en Corée du Sud. Cet argent peut être converti en monnaie locale, en vrai argent. Et du coup, elle se rémunère à peu près $9 000 par mois. À cette heure matinale, vous me faites ça, Johan, c'est pas gentil. Il faut savoir qu'ils sont 3500... j'allais dire activistes, enfin en tout cas personnes en activité en Corée du Sud à se filmer en train de manger. C'est une vraie tendance. Ouais, alors c'est à moitié étonnant. En Corée du Sud, on a souvent des tendances complètement décalées et incompréhensibles pour le reste du monde. En voilà encore la preuve aujourd'hui. On termine par un mot de la shakshuka. On termine par un mot de la shakshuka. Alors la shakshuka qui est annoncée par beaucoup comme un des plats tendance, un des plats phares de l'année 2014. La shakshuka a fait son grand retour aux États-Unis. La cuisine israélienne et la cuisine juive de manière générale,
est de plus en plus présente aux États-Unis et la shakshuka est en train d'être revisitée par un certain nombre de chefs. Il se peut que la tendance sorte des États-Unis, se rende en Europe. Une affaire à suivre dans les semaines qui arrivent. Voilà, pour en savoir un peu plus. Israélien qui a du succès à l'étranger. Merci beaucoup Julien Baloul. Merci Yohann Ouaki de nous avoir présenté tout ça de bon matin. Je me vengerai dans une minute quand on sort du studio. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain. Passez une belle journée. Portez-vous bien.